Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. On est en milieu de semaine au US Open. C'est notre émission traditionnelle bilan mi de tournoi. Salut mon collègue Hugues Léger. Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Ça va bien, très bien même en ce week-end de la fête du travail. Une belle session hier soir qui s'est terminée tard dans la nuit, session de dimanche soir avec une victoire d'entrée de jeu partie à faux. Les Américains qui vont bien cette année au US Open. Quelques surprises dans les premiers favoris, mais on va surtout retenir la première semaine de Gabriel Diallo là, qui nous a réjoui tout le monde au Québec et au Canada. On va parler de tout ça aujourd'hui, ce qui s'est passé du côté des Canadiens dans le cadre de notre chronique d'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant. On va aussi regarder qui sont encore les joueurs en lice et qui sont sortis. Beaucoup de surprises du côté des hommes. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui avait prévu que ces gros noms-là soient sortis aussi rapidement dans le tournoi. Du côté des femmes, ce n'est pas tout à fait le cas. Par contre, il y a encore beaucoup de gros noms. Ben, il y a encore beaucoup de gros noms du côté des hommes, mais peut-être certains plus surprenants que d'autres. En tout cas, on en parlera un peu plus tard. Avant qu'on saute dans le vif du sujet, la traditionnelle question, comment ça se passe du côté de Tennis Montréal, mon cher Hugues? Est-ce que beaucoup de terrains sont réservés pour la saison automnale? Est-ce que c'est une saison que tu aimes jouer, toi, la saison automnale? Ben, moi, j'aime bien jouer à l'intérieur. D'ailleurs, on a eu un petit set avec notre collègue Abraham Santerre vendredi au stade IGA. Moi, j'aime beaucoup jouer à l'intérieur. C'est des conditions auxquelles on est habitué ici au Canada. Je pense que tous les joueurs canadiens, puis les victoires de Félix aussi, c'est pas un hasard s'il y a eu ces titres en indoors, parce qu'on joue beaucoup en intérieur pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Mais bon, nous, le problème, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres de terrain l'hiver. Fait qu'on arrive très vite en mode liste d'attente. Là, toutes nos activités sont presque pleines déjà pour l'automne. Par contre, on a lancé un nouveau produit qui s'appelle les classes de maîtres. Et la première sera avec Alexandra Wozniak, ex-top 21, donc de la WTA. Donc, c'est des classes de maîtres sur des coups en particulier. L'arme favorite d'ex-joueurs WTA et ATP du Canada. Et on commence avec Alexandra le 18 septembre avec un spécial revers. Donc, allez sur le site de Tennis Montréal si vous voulez vous inscrire. Ça sera fait en collaboration avec Sébastien Prieur, là, qui est le directeur technique. Donc, c'est un nouveau produit qu'on offre là, cet automne. Donc, ça va bien. Il y a toujours des innovations. On prépare des déploiements dans des nouveaux arrondissements en 2025. Et on aura le premier championnat terre battue vétéran d'Outremont le week-end prochain avec beaucoup d'inscriptions déjà. Ah, ben écoute, ben, la plug est faite. Est-ce que c'est terminé les inscriptions? Ou Oui, est-ce les que... inscriptions se terminaient jeudi dernier. Donc, c'est Bon, terminé. Ceux qui voient ça maintenant, ben, venez encourager les joueurs et les joueuses qui seront à Outremont au parc Félix-Garneau à partir de vendredi prochain. Puis, ben, franchement, pour t'avoir vu jouer, là, j'ai l'impression que le monde pourrait être surpris du calibre que ça peut donner, honnêtement. Là, je pense que ça peut être un pas pire spectacle, surtout si vous connaissez des joueurs de ce côté-là. Il y avait aussi les internationaux de tennis junior de Repentigny. On va peut-être en parler. En fait, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Saluer le travail de Louise Bourget. On est allé faire un tour au début du tournoi. C'est toujours un setup assez incroyable là, du côté de Repentigny. On n'a pas pu faire la couverture qu'on a fait dans les dernières années pour des raisons de disponibilité dans notre cas au sein de l'équipe, mais il reste qu'on garde toujours un œil sur ce qui se passe du côté de Repentigny. C'était Sylvain Bruno, d'ailleurs, qui était le porte-parole honoraire là, cette année. Il y avait une fille qu'on va surveiller, Anna Klugman, qui a perdu en finale, là, mais en fait, ça fait 2 ans de suite qu'elle perd en finale. Anna Klugman, une Britannique qui nous avait un peu charmé l'année passée. Là, on en reparlera un peu plus tard, si tu le veux bien. Mais d'abord et avant tout, on va regarder ce qui s'est passé dans la première semaine au US Open avec nos Canadiens dans le cadre de notre chronique de l'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant. Actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant. Bon, on va commencer du côté des femmes, Hugues, si tu le veux bien. Je te posais la question au début d'épisode la semaine passée, à savoir qui allait être le dernier ou la dernière Canadienne en lice. Et on était pas mal tous unanimes que ça allait être potentiellement Leila Fernandez. Malheureusement, ça s'est terminé assez rapidement en dépit d'un tableau qui était relativement prenable pour les premiers tours. On se disait son premier tour contre Patopova, elle ne l'a jamais
Elle n'a jamais perdu contre Patopova. Je pense que c'était 4-0 sa fiche. Malheureusement, défaite rapide au premier tour pour la Canadienne. Ben, tous les Canadiens ont eu une journée exécrable au premier tour. Gabriel Diallo a sauvé les meubles pour le contingent canadien. Et mon Dieu, plus que sauver les meubles, ça a été une révélation du tournoi. Je pense qu'il est maintenant dans l'œil de tous les commentateurs sportifs. Ils en parlaient beaucoup sur ESPN, d'ailleurs, durant son match contre Tommy Paul. Là, c'est une révélation Diallo. Léla, ben oui, c'est décevant. En tout cas, je vais faire un commentaire général. Donc, c'est quand même un début de tournoi décevant, autant du côté féminin que masculin. Tu l'as dit, Léla avait une fiche parfaite contre Potapova. Donc, c'est une défaite décevante. Elle était très, très déçue après son match. Bianca qui affrontait pour une troisième fois Paolini cet été, troisième défaite, au point où lorsqu'elle lui serre la main à la fin, elle dit « Faut que tu me laisses gagner la prochaine fois, s'il te plaît. » C'était assez rigolo là, comme fin de match. Elle a fait un très beau match quand même là, en 3-7, mais contre une Paolini qui est une des joueuses en forme du circuit en ce moment. Mais donc, difficile entrée en matière du côté du US Open pour nos Canadiens et Canadiennes. Et on ne peut pas parler trop du calendrier. Je pense que Félix a eu le temps de se reposer depuis quelques semaines après les Olympiques. Léla, même chose. Elle a été sortie rapidement à Cleveland il y a une semaine. Donc, c'est un US Open quand même décevant pour notre contingent. Oui, exact. Tu parlais de Paolini contre Andreescu. On s'attendait à un match serré parce que les autres matchs avaient été relativement serrés. Ça a été encore le cas, un 3-7. Et oui, Andreescu l'a pris avec le sourire, mais en même temps, c'est triste parce que c'est quand même positif comme performance, mais on aimerait ça l'avoir avancé dans le tournoi, juste voir qu'est-ce que ça pourrait donner contre une fille qui connaît non seulement la meilleure saison de sa carrière, là, elle est présentement 5e mondiale, elle va être 4e mondiale au début de la semaine prochaine, assurément. Et c'est une fille qui a quand même atteint la ronde des 16 avant de perdre contre Mukova, qui a déjà été finaliste à Roland-Garros. Alors, c'est quand même un autre bon tournoi pour Paolini, qui a été finaliste de Grand Chelem cette année. Alors, je ne sais pas, c'est une bonne performance pour Andreescu, mais en même temps, bon, est-ce que c'est encore la malchance du tirage au sort? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même du positif du côté de Bianca Andreescu malgré tout? Oui, Bianca était bien physiquement, je la trouve fit, elle est prête à jouer, elle est prête à se donner durant plusieurs heures sur le terrain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Écoute, j'aime pas trop prendre cette excuse-là, mais effectivement, elle a eu ces tableaux avec Paolini dans tous les grands chelems. Elle n'a pas été chanceuse, là, encore une fois, mais elle a fait un match très, très serré, un peu moins serré que celui à Roland-Garros, je dirais, mais mieux que celui à Wimbledon. Donc, ça s'est bien passé pour Bianca quand même. Moi, je la trouve dans de bonnes dispositions. Elle a l'air bien dans sa peau. Elle a envie de jouer. Elle a un bon moral, visiblement. Physiquement, elle est bien. Donc, moi, je m'attends à ce qu'elle continue à performer, Bianca. Je pense que c'est vraiment encourageant pour la suite, là. Pas trop d'enjeux avec Bianca en ce moment. Je pense que c'est une seconde phase de carrière qui débute en ce moment. Elle va aller chercher une ou deux grosses victoires et je crois que ça va être reparti. Intéressant. C'est peut-être parce que en même temps, si tu n'affrontes pas Paolini 2 fois en Grand Chelem et que tu perds 3 fois en Grand Chelem, 3 fois sur 4 Grand Chelem cette année, parce qu'elle l'avait affronté à Roland-Garros, elle l'a affronté à Wimbledon et elle l'a affronté à New York également. Peut-être qu'elle aurait des résultats très différents de sa saison pour avoir l'air d'une toute autre chose si elle n'avait pas eu Paolini, qui connaît la plus grande saison de sa carrière, qui est au sommet de son art présentement et qui est visiblement un numéro de Bianca Andreescu au moment où on se parle. Mais non, effectivement, peut-être que la fin de saison va être très positive pour Bianca Andreescu. Qui sait, peut-être qu'elle pourrait faire des choses intéressantes en Billie Jean King. Peut-être que la saison intérieure en Asie, qui sait, lui donnera une bonne fin de saison et de quoi bâtir pour l'Australie en début de l'année prochaine. Alors, on lui souhaite. C'est sûr qu'on lui souhaite à Bianca Andreescu. Du côté des hommes, on regardait le tableau de Félix et on se disait, son tableau, il est intéressant. Il affronte un joueur de 19 ans, Jakub Mensik, qui était 65e mondial. On se disait, c'est très prenable pour Félix Auger-Aliassime, mais ça a été une défaite très sèche au premier tour, un 6-2, 6-4, 6-2. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Félix? Il n'y a pas eu de match. Hein. Mensik a complètement dominé. Félix l'a dit. Mensik a très bien joué. Félix n'a pas trouvé de solution. Il est moins performant en ce moment en première balle, deuxième balle. Félix est 6 au service et pas dominant
ça pose des problèmes. Il ne peut pas placer son jeu. Moi, je vous l'avais dit à plusieurs reprises depuis quelques semaines, je trouve que son jeu a évolué, que dans l'échange, il est plus créatif, plus constructif. Il va provoquer plus de choses qu'il le faisait en début de saison. Donc, j'aime la direction que le jeu de Félix prend, mais tout repose quand même sur la qualité de ses premières balles et de ses deuxièmes balles qui doivent s'améliorer aussi. Donc, on voit quand même un peu de vulnérabilité là, de ce côté-là pour Félix. Et c'est un résultat quand même très, très décevant là, pour un 20e joueur mondial de sortir au premier tour d'un grand chelem. Ouais, beaucoup de fautes directes dans le cas de Félix Auger-Aliassime dans ce match-là. Tu parlais sur son service, c'est 53 de première balle mise en jeu, ce qui est pas suffisant. Qui n'est pas suffisant, là, qui frôle à peu près l'acceptable. En général, on va essayer d'être autour de 60 Mais ce qui est spectaculaire dans son cas, c'est 68 seulement de réussite en première balle, c'est-à-dire de points gagnés quand la première balle passe. Et ça, c'est vraiment, vraiment bas comparé à la moyenne en général. Là. Les gens, en général, vont être autour de 80 là, et plus. Alors, à 68 on est très, très bas. Alors, non seulement, peut-être que la première balle, il la sentait pas et était plus prudent sur sa première balle et ça faisait qu'il était un peu plus attaquable, si je peux dire comme ça. Mais il reste que c'est une défaite un peu sèche contre un joueur qui est quand même encore jeune et qui est déjà bien classé. Là, qui sait, peut-être que ce sera un grand talent. Mencic, à seulement 19 ans, il est déjà près du top 50 mondial. Mais il reste que je pense que Félix partait grand favori dans ce match-là. Ouais. L'autre joueur qu'on surveillait, on va terminer avec Diallo, si tu le veux bien, là, parce que ce sera la cerise sur le gâteau. Shapovalov, il a fait un match correct contre Botic Van de Zandschulp, qui est par la suite allé battre Alcaraz. Alors, est-ce que ça change la donne? Est-ce que le fait qu'on avait un Botic en forme devient une défaite plus acceptable ou est-ce que de toute façon, on n'avait pas trop d'attente pour Chapeau, Hugues? Tu vois ça comment? Oui, Botic Van de Zandschulp était en grande forme. Je pense qu'il a battu Carlos Alcaraz au second tour un peu amoindri, un peu fatigué, voire brûlé de son calendrier estival. Après avoir joué, évidemment, après avoir gagné Roland-Garros, gagné Wimbledon, finaliste au JO à Paris. Il a laissé beaucoup sur le terrain, Félix. Mais bon, Botic jouait quand même très bien. Et Chapeau lui a fait un bon match. Moi, j'ai regardé ce match-là. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu quand même. Donc, match serré. Match encourageant pour Shapovalov, qui était peut-être celui pour lequel j'avais le moins d'attente du côté masculin, en tout cas, là, parce que bon, c'est des hauts et des bas en ce moment pour Shapovalov. Donc, somme toute, une performance correcte de Denis Shapovalov. Oui, Botic Van de Zandschulp, tu fais bien de souligner qu'il est allé battre un Alcaraz. On reviendra peut-être un peu amoindri. Et tu en as glissé un mot du côté du début de l'épisode, en fait. Gabriel Diallo, qui a été une des histoires de cette première semaine, ça c'est sans aucun doute. Après s'être qualifié, il a battu Moonar Clark, qu'on pensait prenable. On en avait parlé dans l'épisode précédent, mais on se disait, Arthur Fils, ça va être compliqué par la suite, mais une belle victoire contre Arthur Fils et par la suite, une belle performance contre Tommy Paul. Un beau tournoi pour Gabriel Diallo. C'est un tournoi de révélation. C'est un rite de passage pour Diallo qui a joué 6 matchs au total. N'oublions pas, 3 matchs dans le tableau de qualification, qui est très difficile avant un Grand Chelem pour se qualifier au tableau principal. 3 matchs dans le tableau principal. Je pense que sa victoire contre Arthur Fils, 24e joueur mondial, est un gros gain de confiance pour Gabriel. Il a poussé Tommy Paul à 4-7, serré aussi, 7-6 dans le tie-break, donc au tie-break du 4e set. C'est une très bonne semaine à New York, semaine et demie pour Gabriel, qui empoche 215 000 US. Ça va changer sa vie. C'est à peu près le double de ce qu'il gagne sur une année habituellement qu'il a fait en une semaine et demie. Là, il flirte avec la 100e position mondiale. Il était 103e au classement en direct hier, ce qui fait qu'il se qualifie d'office pour la plupart des tableaux de Grand Chelem. Normalement, il y est presque. Là, quand tu arrives à 100, là, tu peux être pas mal certain d'être dans le tableau. Et ça te garantit à peu près 100 000 US pour un premier tour joué, que tu le gagnes ou tu le perds. Donc, sa vie vient de changer, je crois, à Gabriel, là, tant au niveau financier qu'au niveau du classement. Il l'a bien mérité. Une progression qui est constante au fil des années. On sait qu'il est passé par les universités américaines, par l'université du Kentucky en NCAA. Il a fait ses classes en circuit Challenger après avec des bonnes performances, avec des victoires en Challenger, notamment
à Granby il y a 2 ans. Donc, moi, j'aime sa progression qui est constante à Gabriel. Et je pense que c'est un joueur qui se dirige assurément vers le top 60, top 50. Et après, on verra. Mais quel US Open merveilleux de Gabriel Diallo. Il s'était révélé, lui, à Montréal il y a 2 ans, vraiment, là, avec des matchs en qualification assez spectaculaires. C'est vrai. Il était un peu sous le radar, Gabriel Diallo, et depuis 2 ans, ben, il a littéralement explosé, tu l'as dit, un titre à Granby. Et là, ben, frôle le top 100. Effectivement, ça va peut-être changer sa vie. Et qui sait, peut-être qu'il sera bien à l'intérieur du top 100 s'il connaît une bonne fin de Oui. saison Pourquoi pas? du côté de l'Asie notamment. Là, s'il peut aller chercher quelques tournois, parce qu'il n'aura pas tant de points à défendre que ça d'ici la fin de la saison. S'il va jouer des tournois ATP, qui Ouais. sait, peut-être qu'en Australie, il ne se posera même pas la question. Il va être dans le tableau principal, puis on va être content de le voir avec les autres Canadiens présents. On lui souhaite. Puis je pense qu'il faut souligner la présence de Martin Laurando depuis plusieurs années auprès de Gabriel. Martin, on l'a connu comme joueur de très haut niveau, joueur de Coupe Davis, évidemment, meilleur joueur au niveau du Canada pendant plusieurs saisons. Et c'est quelqu'un qui a amené aussi Denis Shapovalov au plus haut sommet, en tout cas dans le top 50, top 40. Donc, je pense qu'il est bon pour ce passage du niveau, OK, top 200, top 150, espoir, à OK, je suis prêt pour le gros show, pour jouer des très bons matchs contre les meilleurs au niveau mondial. Et je pense que Laurando est un atout important dans la recette de Gabriel Diallo, dans la réussite de Gabriel Diallo et la recette aussi. Et encore une fois, je pense qu'il est prêt à faire le saut. Quand tu joues contre Tommy Paul, qui est 12e au classement ATP ce matin dans les classements directs, et que tu fais 4-7 serrés, on voyait aussi que pour Gabriel, il y a quelques éléments de son jeu qui sont perfectibles. Déjà, il n'a pas la balle la plus puissante en fonction de sa grandeur. Tu sais, s'il peut ajouter du Effectivement. poids sur sa Ouais, première balle, il va devenir ouais, mais dangereux. son premier service, c'est une arme vraiment imposante, mais c'est surtout sur ses deuxièmes balles qu'il peut faire un peu mieux. En retour, il peut faire un peu mieux. Il y a eu 54 de réussite en volée contre Tommy Paul. C'est pas suffisant quand tu as un grand gabarit comme ça, puis une force de frappe comme il a. Tu devrais aller au filet pour conclure un peu plus, avec plus de réussite que 54 Ce qui me fait dire que ces éléments de son jeu qui sont perfectibles, ça laisse place à une amélioration et à une progression au classement encore. Donc, je pense que Gabriel est sur la bonne voie et qu'on va voir cette progression qui est constante se poursuivre dans les prochains mois. Ben, comme tu le disais, tu sais, sa performance contre Tommy Paul, qui lui aussi connaît les meilleurs moments de sa carrière, là, connaît vraiment une belle saison, un des meilleurs joueurs au monde. Sa victoire contre Arthur Fils, c'est quand même un gars, Arthur Fils, qui est 20e mondial, Ouais. qui a été 20e mondial, qui est présentement 24e mondial, et qui a quand même 2 titres sur le circuit. Le Oui. fait d'être capable de battre et de rivaliser ces joueurs-là, Ouais. ça en dit long, là. Et n'oublie pas, Alex, que Arthur Fils, que Gabriel a battu, a des victoires contre Zverev, contre Ruud et contre Tsitsipas. Donc là, Gabriel, il sait ça maintenant. Puis il sait qu'il a poussé Tommy Paul aussi. Donc il se dit, OK, moi, les top 20, là, je pense que je suis prêt à leur faire un match maintenant, là. Et ça aussi, au niveau mental, c'est un déclic qui est important. C'est un boost qui est important, je crois. Ben ouais, 100%. 100%. Puis ce sera peut-être effectivement et ça a été la grande révélation aux États-Unis pour, je pense, Gabriel Diallo. D'ailleurs, parlant de révélation, as-tu fait des. En tout cas, je ne sais pas si on devrait parler de ça, mais as-tu vu des journalistes qui demandaient à Botic Van de Zandschulp comment prononcer son nom en entrevue? Et ça m'a surpris parce que c'est quand même un gars qui ça fait un bon petit bout là, qui est sur le circuit et qui a même eu des résultats probants, là, Botic Van de Zandschulp. Alors, c'est comme s'il s'était révélé, là, lui. Mais c'est intéressant que tu en parles, Alex, parce qu'on parle souvent des écarts de salaire entre un joueur de tennis qui est 100e mondial, 60e au monde ou 150e versus un joueur de 3e trio dans la Ligue nationale de hockey. Ben, c'est parce que ces gars-là, comme Van de Sandschulp, tu vois, je m'accroche sur son nom aussi, on le connaît très bien depuis quelques années, un joueur de très, très haut niveau, de premier plan. Et les gens ne le connaissent pas. Donc, encore une fois, on voit que la machine marketing pour le tennis, ben, elle repose beaucoup sur le fait que tu vas te rendre dans le dernier week-end pour que tu sois vraiment connu. Si tu ne fais pas les quarts de finale, les demi-finales d'un grand tournoi, disons ATP 500, quelques fois par année, et idéalement un grand chelem, il y a des fortes chances que le grand public ne te connaisse pas. Et Van de Sandschulp est dans cette catégorie-là, puis avec un nom effectivement un petit peu compliqué. C'est un Néerlandais, donc il est de Hollande, mais un très, très bon joueur. Et effectivement, on a l'impression que les gens le découvrent en ce moment.
Ben ouais, c'est quand même un gars qui a frôlé le top 20 mondial, qui a Ben fait oui, quelques finales sur le circuit de l'ATP. Il oui. a quand même 28 ans. Bon, évidemment, cette année, là, son troisième tour au US Open, on peut dire que c'est son meilleur résultat. Je ne connais pas sa meilleure saison. Et est-ce que j'ai quand même été surpris quand j'ai entendu cette question-là. Ben, en même temps, peut-être que c'était des journalistes Oui, généralistes. il y a même des journalistes qui demandaient à d'autres joueurs de prononcer son nom. Je pense qu'il y a Medvedev qui l'a prononcé. On sait que c'est un grand polyglotte, Medvedev, qui l'a très bien prononcé, et d'autres joueurs aussi pour aider les gens à bien le prononcer. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir notre entrevue avec Oui. Medvedev que tu as fait à l'Omnium Banque Nationale où il parle de de comment il a appris le français. C'est une entrevue qui a Mhm. fait plus de 100 000 views. Là. Même on a Oui. dépassé ça, je pense, toutes plateformes confondues. Là. Alors, j'invite les gens à aller On a voir eu ça. d'excellents chiffres pour nos contenus à l'Aluminium Banque Nationale. C'est pas pour rien qu'on est le podcast tennis francophone numéro 1 au Canada. On est maintenant actif sur Instagram, sur TikTok. On a notre chaîne YouTube qui est en plein lancement en ce moment. Donc, suivez-nous sur ces plateformes-là. C'est seulement avec nous que vous verrez des grands noms comme Tsitsipas, Medvedev, Ruud et autres, Gaël Monfils, là, grâce à l'association avec Tennis Canada. Ben voilà. Hugues, on va faire une courte pause si tu le veux bien. Au retour, ben, on va regarder qui est encore en liste, autant en liste du côté des hommes que du côté des femmes. Et on va regarder qui sera peut-être nos champions d'ici la fin du tournoi. Le restaurant Monem vous propose une nouvelle carte inédite créée par le chef Cédric Delonde. Le Monem met de l'avant des plats généreux inspirés de la gastronomie française et des cocktails créatifs. Venez vite découvrir notre nouvelle carte. Rendez-vous sur monem.ca. Profitez de la douceur de l'été et voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'Hôtel Montville et profitez de leur offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Rendez-vous sur hôtelmontville.com. De retour Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. On va regarder ce qui s'est passé du côté des Canadiens, du côté de la chronique de l'actualité du tennis canadien présentée par Tennis Giant. Voilà. On va regarder ce qui s'est passé dans la première semaine avec les autres joueurs, parce qu'il y a quand même des gros noms qui ont été sortis. On en a glissé un mot du côté de Alcaraz. Bon, t'en as parlé, là, il a été amoindri après cette débat. Il était déjà amoindri, je pense que c'était assez clair. Défaite contre celui dont on a parlé juste avant de terminer le premier bloc. Botic Van de Zandschulp, est-ce que c'est surprenant ou dans le contexte, une fois que tu as vu Alcaraz bouger sur le terrain, tu savais que ça allait être compliqué? Oui, je n'ai pas été surpris de sa défaite. Écoute, le match était tellement plate que j'ai décroché au milieu du deuxième set, mais écoute, Alcaraz n'était pas l'ombre de lui-même durant ce match-là. Là. Il n'y a eu aucun coup gagnant dans le premier set. C'est complètement inhabituel pour lui. Donc, je pense qu'il est tout simplement il est en bout d'énergie en ce moment. Là. Il a besoin de refaire le plein, de prendre des vacances, de se ressourcer parce qu'il a laissé beaucoup sur le terrain, beaucoup physiquement, mentalement, beaucoup émotivement aussi. Il était très déçu de perdre la médaille d'or à Paris pour l'Espagne. Il aurait vraiment aimé rapporter cette médaille pour le pays. Il pleurait à la fin et tout. Je pense que bon, il est juste usé, Alcaraz, de son tennis cet été. Donc, on a vu l'ombre de Alcaraz durant ce match-là. Donc, c'est une défaite qui est surprenante étant donné son classement. Mais dans le contexte, ce n'était pas si surprenant que ça. Peut-être même moins surprenant, je dirais, que la défaite de Djokovic, qui, on le sait, avait tout misé sur une médaille d'or olympique. Et ce qui suivait par la suite, c'était un point d'interrogation. C'est sûr. Comme tu le disais, même du côté de Alcaraz, déjà dès le premier tour contre Li Chu, qui est 186e mondial, là, qui devrait pas poser trop de problèmes à Alcaraz, il lui a quand même pris un set. Alors, c'était peut-être C'était un prévage. Un signe avant-coureur là, que ça allait être peut-être un peu compliqué du côté de Carlos Alcaraz. Bon, tu en as glissé un mot. Il y avait Novak Djokovic également, qu'on voyait comme un potentiel champion de ce tournoi-là, assurément, de par son historique et également du fait qu'il arrivait de sa belle médaille d'or olympique. Mais ça s'est terminé plus rapidement que prévu contre le champion de l'Omnium Banque Nationale, Alexis Popyrin. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ce match-là vient valider un peu quand même la victoire de Popyrin à Montréal. On disait que c'était un champion surprenant,
Mais n'oublions pas qu'il a battu 5 joueurs du top 20 pour aller chercher le titre à Montréal. Donc, ce n'était pas un coup de chance, notamment en se trouvant des balles de match contre Dimitrov. Belle victoire contre Roublev aussi en finale. Mais Popyrin s'est beaucoup amélioré. Il a beaucoup amélioré son côté plus faible qui est son revers. Il a très bien joué. Je pense qu'il a mérité cette victoire-là contre Djokovic. Il y avait déjà eu un match très serré, les deux ensemble, un 5-7 en Australie. Mais même chose que pour Alcaraz du côté de Djokovic. On avait un Djokovic sûrement un peu fatigué. Il traîne toujours cette blessure au genou droit. On ne connaît pas l'étendue de cette blessure-là. Il disait qu'il voulait jouer sans son soutien durant l'US Open. Finalement, il l'a porté à tous les matchs. Mais on n'a pas vu un Djokovic au sommet de sa forme. Qui cherche, n'oublions pas encore, à aller chercher ce 25e titre en Grand Chelem pour être le premier vraiment absolu, hommes et femmes, et dépasser Margaret Court. Mais son objectif numéro 1 de l'année, c'était la médaille d'or olympique. Tous ses efforts, toute sa concentration, toute sa progression ont été faits pour arriver à son maximum à Paris, au JO. Il a gagné cette médaille d'or-là. Donc, d'un point de vue motivation, préparation, je ne suis peut-être pas étonné qu'il n'était pas le plus grand Djokovic là, dans son match contre Popyrin. Ben, écoute, même les autres joueurs, je ne sais pas si tu as vu l'entrevue de Tiafoe hier après la rencontre en disant c'était la rencontre ou c'était un peu plus tôt dans le tournoi. Bref, je l'ai vu hier. Il parlait de Novak Djokovic en disant si j'avais accompli ce que Novak Djokovic a fait, ça ferait longtemps que je ne jouerais plus et je serais assis, je serais en train de boire avec des amis, faire la fête, etc. Alors, ça se peut qu'il y ait un peu moins de motivation, mais on verra. C'est quand même un gars, je pense. Il a presque évoqué un autre cycle olympique, ce qui l'amènerait encore dans 4 ans. Et qui sait, Federer a joué assez longtemps. Nadal un peu moins, là, parce qu'il a quand même 5. Je dis Nadal un peu moins, en s'entendant qu'il en reste moins qu'il en restait dans le cas de Nadal. Je pense pas qu'on va le voir. Je pense pas que Nadal, on va le voir aux prochains Jeux olympiques, mais Djokovic peut-être, qui sait. Alors, ce sont deux grosses surprises. Oui. Il reste encore de gros noms, dont Medvedev, qui a déjà gagné ce tournoi-là dans le passé. D'ailleurs, c'est lui qui avait mis fin au Grand Chelem calendrier de Novak Djokovic il y a quelques années. Ouais. Et il reste Sinner, le numéro 1 mondial, dans la controverse. Est-ce que tu vois d'autres joueurs potentiels pour aller jusqu'au bout ou est-ce que c'est à Medvedev ou Sinner de prendre ce tournoi-là? Bon, 3 points pour la suite du tournoi. Juste pour compléter sur Alcaraz et Djokovic. Djokovic sort du top 3 au prochain classement, il faut quand même le dire. Donc, c'est quand même un truc vraiment particulier. Ce serait la première fois depuis 2002 qu'aucun des joueurs du Big Three n'aura gagné un tournoi du Grand Chelem cette année en 2024. Donc, il faut le souligner. Djokovic qui est à la 4e position au moment où on se parle dans les classements en direct. Alcaraz qui perd sa 2e position au profit de Zverev et maintenant 3e au classement. Donc, c'est quand même pas anodin cette chute-là au classement qui est résultat un peu du calendrier, atypique de l'année 2024. Maintenant, pour la suite du tournoi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va jouer entre Sinner et Medvedev. Malheureusement, ils sont du même côté du tableau. Donc, ils vont se rencontrer, je crois, en quart de finale. Si jamais ils s'y rendent, là, mais c'est les 2 joueurs qui sont les mieux placés. Medvedev joue extrêmement bien en ce moment. Est-ce que Sinner traîne encore des séquelles de la controverse? On sait que c'est un sujet qui fait encore le buzz un peu au US Open. Est-ce que ça va déranger sa préparation mentale? On le verra un petit peu plus tard dans le tournoi. Mais je ne sortirai pas les Américains de l'équation, Alexandre. Je pense que Tiafoe démontre en ce moment, Frances Tiafoe, qui lui aussi est vraiment prêt pour faire un grand US Open. Ce soir, il y aura un match excitant avec Tommy Paul. Fritz est toujours là. Donc, beaucoup d'Américains en 2e semaine. Et je ne serais pas surpris de voir un ou 2 Américains du côté des demi-finales. Ben, écoute, moi, on me taper dans le dos inutilement, il est encore là dans le tournoi, mais j'avais dit qu'un de mes champions potentiellement surprise, c'était Frances Tiafoe. Et il est encore dans le tournoi. C'est vrai. Il joue bien. Et avec les grosses surprises et un Sinner qui, ça c'est peut-être pas le cas, qui va peut-être être ébranlé avec tout ce qui se passe autour de lui. Et même s'il fallait qu'il l'emporte, ça serait sans blague dans la controverse. Ça va faire jaser s'il remporte le tournoi. Ouais, tu as vu. Moi aussi, je pense qu'il doit traîner ça un peu. Ça doit être dans un coin de sa tête. Là, et ça pourrait peut-être commencer à l'affecter un peu vers la fin du tournoi dans des moments plus tendus.
Simona Alep a fait une sortie finalement hier ou avant-hier là, pour dire que finalement, il y avait un double standard entre la façon dont le dossier Sinner a été traité comme numéro 1 mondial et que la façon dont son dossier a été traité. Donc, tu sais, c'est un sujet qui fait parler encore dans le monde du tennis et il ne peut pas être 100% comment dire, imperméable à tout ça, là. Non, exact. Et Charlotte en parlait la semaine passée, ou c'est l'autre semaine d'avant, je ne suis Oui. pas trop sûr, mais elle disait, tu sais, le fait que les autres joueurs, le regard des autres joueurs va peut-être l'affecter un peu plus que le regard du public de façon générale, parce qu'il va se sentir Oui. imputable avec sa communauté, les autres joueurs professionnels. Oui. Ça, c'est certain. Alors, je te pose la question rapidement, là, avec quand il reste dans le tableau, avec les joueurs Oui. qui restent dans le tableau, tu vois qui aller jusqu'au bout présentement? Tu connais mon faible pour Daniil Medvedev. Je pense que Medvedev a le contexte, a les circonstances, les conditions gagnantes pour aller jusqu'au bout cette année. Je choisis aujourd'hui, 2 septembre, fête du travail, Daniil Medvedev comme champion. Ben, ils sont dans la même partie de tableau, Medvedev Oui, et Sinner. malheureusement. Ils pourraient s'affronter en quart de finale, en fait, C'est ça. là, Exact. déjà. Et peut-être qu'effectivement, ce sera la finale avant la finale en quart de finale. Parce que quand on regarde les autres match-ups, il reste un Taylor Fritz, comme tu dirais, un Zverev qui est encore dans le tableau, un Tiafoe qui pourrait venir surprendre. Mais j'ai Oui. l'impression que si on a un quart de finale Sinner-Medvedev, bien l'impression que le gagnant de ce match-là va probablement aller jusqu'au bout. Du côté des femmes, c'est tout le contraire. Il reste encore beaucoup, beaucoup de grands noms. Le seul nom, ben, en fait, le seul gros nom qui est vraiment sorti de l'équation, ça s'est passé il y a quelques jours, c'est Coco Gauff qui a perdu contre Emma Navarro pour un deuxième tournoi du Grand Chelem de suite. On aura une nouvelle championne au US Open. Oui, et Navarro qui est très en forme, hein. On a vu quelques faiblesses de Coco Gauff, notamment sur son service en fin de match. C'était un peu triste, là, comment ça s'est terminé. Ça a mis un peu Brad Gilbert sous pression sur le plateau d'ESPN, d'ailleurs, où Ronnie Stubbs lui a dit « Écoute, tu fais quoi pour l'aider au niveau technique? » Il était un peu coincé. C'était un drôle de moment qu'on a vu en ondes, mais effectivement, Goff a montré quelques faiblesses au niveau de son service. Mais Navarro joue très, très bien, donc elle l'a bien mérité. Écoute, elle était agressive, elle reculait sur rien. J'ai beaucoup aimé ce match-là. C'était un très beau match là, entre les deux. Deux joueuses très, très athlétiques et très physiques, là, avec beaucoup d'agression sur le terrain. C'était un beau match à regarder. Mais moi, je veux parler de Sabalenka un peu, qui joue un tennis stratosphérique en ce moment. Écoute, son coup droit moyen est le plus élevé, hommes et femmes confondus. Elle est à 90 km/h sur son coup droit en ce moment. C'est quand même incroyable. On parle en moyenne, évidemment. Il y a eu des coups ici et là plus forts, évidemment, mais en moyenne, c'est elle qui tape le plus fort sur la balle du côté du coup droit en ce moment au US Open. Donc, Sabalenka, attention. Moi, je l'ai mis comme favorite et je maintiens mon choix avec Sabalenka pour aller jusqu'au bout. Championne en Australie, elle avait défendu son titre. Elle va affronter la finaliste la finaliste à Melbourne, Qin Yinzheng, dans son prochain match. Est-ce que tu penses que la championne olympique pourrait l'embêter ou est-ce que de la façon dont Sabalenka joue présentement, ça devrait passer relativement bien? Je m'attends à un bon match, mais je pense que Sabalenka, qui est en confiance, qui est en paix, on l'a vu évoluer beaucoup depuis 2021 au niveau mental. Quand elle est bien, elle peut battre n'importe qui. Puis je pense que c'est elle qui va aller chercher cette victoire-là contre Zhang, qui aussi a joué beaucoup dans les dernières semaines. Donc, je m'attends à ce que Sabalenka passe son premier tour et qu'elle aille jusqu'au bout. Évidemment, il y a Pegula qui joue très bien en ce moment. Swiatek joue très bien aussi. Elle nous a sorti sa fabrique de bagels new-yorkais à quelques reprises depuis le début du tournoi. Mais je pense qu'encore une fois, Sabalenka devrait être la championne cette année. Oui, ça se pourrait très bien. Elle est en excellente position. Alors, tu as nommé pour l'essentiel les joueurs qui restent en vie. Si tu le veux, bien, Hugues, on va faire une courte pause et au retour, on va parler de quelques chiffres que tu as pour nous pour ce US Open. Il y a encore une autre controverse avec un arbitre et on reçoit Stéphane Pilote qui va venir nous parler notamment du circuit vétéran. Le restaurant Monem vous propose une nouvelle carte inédite créée par le chef Cédric Delonde. Le Monem met de l'avant des plats généreux inspirés de la gastronomie française et des cocktails créatifs. Venez vite découvrir notre nouvelle carte. Rendez-vous sur monem.ca. Profitez de la douceur de l'été et voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'Hôtel Montville et profitez de leur offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Rendez-vous sur hôtelmontville.com.
De retour à Sur la ligne pour le dernier bloc de l'épisode. On a regardé du côté des hommes qui allaient être nos potentiels champions et du côté des femmes également. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On en reparlera la semaine prochaine. Avant qu'on ait sur les chiffres que tu as pour nous et de parler à Stéphane, Hugues, peut-être revenir sur cet événement-là de Kalinskaya qui étrangement ressemble à cette controverse avec Félix Auger-Aliassime. Peut-être tu as plus de détails pour nous? Ben, avec une grosse différence, je vous l'ai dit il y a une semaine, la reprise vidéo, le VAR, est maintenant permis dans des cas extrêmement serrés où l'arbitre ne peut pas, pas pu juger de ce qui s'est passé. Mais hier, écoute, malgré la reprise vidéo, l'arbitre a vu la reprise vidéo, une balle qui a touché le sol avant que la raquette touche le sol. Elle a fait le mauvais jugement, le mauvais appel. Donc, la controverse sur les reprises vidéo puis les erreurs d'arbitrage se poursuit au US Open, malheureusement. Moi, je croyais que le VAR était pour régler ce problème-là. Quand on regarde cette séquence au ralenti, encore une fois, on voit très bien que la balle a touché le sol avant que la raquette touche là, du côté de l'adversaire de Kalinskaya. Donc, c'est un problème qui reste important. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais moi, je n'ai pas vu Greg Allensworth arbitrer au US Open. C'est lui qui avait arbitré le match entre Draper et Félix et qui a fait l'erreur, qui l'a avoué par la suite, là, mais quand même, c'est une erreur qui avait été faite. Qui avait fait une erreur dans un match contre Taylor Swift. Fritz, beau mélange avec Taylor Swift. Donc, Fritz à Cincinnati sur une balle qui était extrêmement out, très, très en dehors et qui avait fait rejouer le point. Et c'est lui qui était à l'origine donc, du default de Shapovalov à Washington il y a quelques semaines. Donc, Allensworth n'était pas là, mais hier, on a vu encore une erreur d'arbitrage. Malgré le VAR, c'est un peu quand même décevant. Et pour les circuits, pour les joueurs, ça devrait être quand même un élément de préoccupation en ce moment parce que les joueurs et les joueuses vont commencer à se plaindre. Ben, écoute, on a fait le débat pendant 45 minutes ou une demi-heure la semaine passée, Ouais. là, et l'autre d'avant aussi. Alors, on en a parlé avec Nico, on en a parlé avec Charlotte. Ouais, et j'ai hâte de voir des progrès significatifs de ce côté-là parce qu'on est à ça d'une décision qui va changer l'histoire du tennis. Là. Un peu à la Bret Hart dans le hockey ou un point de match. Regarde, Jack Draper, c'était ça. Là. C'était sur balle de match. Alors, ben voilà. OK, Hugues, avant qu'on passe à un sujet un peu plus léger avec Stéphane, j'ai bien hâte de pouvoir lui parler. Je sais que tu le connais parce que tu vas jouer contre lui. On reparlera des résultats un peu plus tard. Mais tu as des chiffres pour nous, US Open assistance, et tu veux revenir sur le succulent Honeydew. Oui, ben, le US Open, c'est la plus grande scène du tennis au monde et ça ne fait pas mentir les résultats côté commerciaux et chiffres cette année. Dès la première séance, le premier lundi, sans gros match vedette, sans grand nom nécessairement là, pour occuper le central, Arthur Ashe ou le Louis Armstrong. Ils ont dépassé les 74 000 personnes sur le site le premier jour. Le record pour le tournoi a été établi en 2023, donc l'an passé, avec près de 800 000 personnes sur le site. Je suis convaincu qu'ils vont battre le record cette année. Écoute, toutes les séances sont à guichet fermé en ce moment. C'est vraiment un succès populaire et commercial. Indéniable, le US Open. Rapidement, là, ben, je le redis, évidemment, le Arthur Ashe, c'est la plus grande scène au monde avec 23 859 sièges, donc beaucoup plus que Wimbledon ou Roland-Garros qui sont autour de 15 000 sièges. Donc, ça aide au niveau de la vente de billets, mais aussi au niveau des commanditaires qui sont beaucoup plus payants du côté du US Open que du côté de Wimbledon et de Roland-Garros. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux quand même parler d'un élément dans le portefeuille de produits qui est vendu au US Open, qui est ce fameux cocktail signature dont on a parlé, le Honeydew, qui est un mélange de vodka, d'une vodka très connue. Je n'aimerais pas la marque, c'est la marque qui est derrière cette activation-là, avec de la liqueur de framboise, de la limonade et des petits melons miel en forme de balle de tennis pour décorer le tout. Le fameux Honeydew, ils en ont vendu, Alex, pour 10 millions de dollars américains l'an passé. T'imagines, 10 millions à 23 dollars le cocktail avec le verre, avec un petit verre en souvenir. Mais ça veut dire que plus d'un spectateur sur le site durant le tournoi se commande un Honeydew. Et sûrement qu'il y en a plusieurs qui en commandent beaucoup plus qu'un. Donc, c'est vraiment un succès important qui fait partie de la recette du US Open, là, ce fameux Honeydew, ce fameux cocktail signature que moi, je reproduis à la maison pour me sentir un peu dans l'expérience du US Open parce que c'est très bon aussi. Mais il faut parler du Honeydew. Il y a eu un petit clip sur les réseaux sociaux que tu as peut-être vu.
que les gens du US Open ont fait circuler beaucoup. Donc, un homme qui vient, qui descend avec deux cocktails Honeydew, qui va offrir à celle qu'on croit serait sa femme, qui est à côté de Ouais. lui. Et par derrière, un homme lui tend à cette femme-là, Honeydew, ce qu'elle accepte. Et le pauvre homme, mari, chum, ami, je ne le sais pas, m'a l'air complètement décontenancé par la situation. C'est devenu un clip viral, là, mais qui a fait parler beaucoup de Honeydew aussi. Donc, encore une fois, ça fait partie de l'histoire du US Open, ce fameux cocktail Honeydew. Ouais, le gars de télé en moi a de la misère à croire à ces setups-là. Là. J'ai l'impression que ça se peut que ce soit organisé, cette petite affaire. Mais c'était très drôle, en tout cas. Oui, c'était très drôle. Ça a fait jaser beaucoup. Puis il y a Serena Williams aussi qui, semble-t-il, a goûté son premier Honeydew. Elle en a parlé également. Hugues, on parle beaucoup de tennis professionnel dans le podcast, mais on parle aussi à l'occasion, et étant né un des bons porte-parole du tennis amateur et du tennis pour tout le monde, Hugues. Et pour en parler avec nous, j'ai invité quelqu'un que je connais bien, que vous connaissez peut-être dans le monde du hockey. Un gars bien sympathique, mais qui a eu une belle carrière de tennis alors qu'il était plus jeune. Je parle ici de Stéphane Pilote. Hugues, tu le connais, les gens connaissent Stéphane. Hugues, Stéphane, je te salue. Comment vas-tu, mon cher ami? Merci de te joindre à nous. Ça fait plaisir, les gars, on est avec vous autres aujourd'hui. Salut, Stéphane. Stéphane, je vais faire un peu ta présentation, puis tu nous expliqueras un peu ton background de tennis après, parce que, bon, les gens te connaissent un peu, il y a eu des reportages sur toi. Tu es à temps plein dépisteur des Ducks d'Anaheim. D'ailleurs, les Ducks qui ont, Hugues, repêché énormément dans le cours du Québec dans les dernières années. Peut-être que Stéphane a eu son mot à dire, peut-être pas, il ne nous le dira pas ici. Mais Stéphane, tu es aussi un maniaque de tennis et tu as joué de très haut niveau et tu joues encore, on va en parler. Ça vient d'où pour toi la passion du tennis? Ben, moi, j'étais un petit gars, donc je suis le gars Maisonneuve, puis dans notre temps, des terrains de tennis étaient pratiquement inexistants dans notre quartier, pour pas dire que je me souviens pas d'avoir vu à proximité. Fait que je jouais sur le mur pendant un nombre d'années. Je te dirais 3 à 4 ans là, de jamais gagner un échange, finalement, à te battre contre le mur. Ça pratique la résilience et le bon voisinage avec quelques petites vitres qui ont malheureusement éclaté chez nos voisins. Et puis là, plus ça a été devenu plus la cour d'école. Mes parents étaient tannés de payer pour les fenêtres brisées de mes voisins. Ensuite de ça, mon père, voyant que j'avais une passion pour le tennis, il a commencé à jouer avec moi. Puis ensuite, on a commencé à jouer aussi à l'intérieur l'hiver, en période automne-hiver. Puis à l'âge de peut-être 14, plus 15 ans, j'ai commencé à faire plus des tournois juniors à ce moment-là. J'ai ensuite été enseignant de tennis au complexe sportif Longueuil avec la famille Savard, entre autres, qui était propriétaire à ce moment-là. Ils sont d'ailleurs participants toujours à ce club de tennis-là. J'ai enseigné le tennis là, puis j'ai joué comme ça, puis j'ai joué sur le circuit provincial, un ou deux petits challengers, des qualifs, plus pour l'expérience que d'autres choses. À ce moment-là, c'était des challengers qu'il y avait eu au Québec, à Saint-Adèle, je ne me souviens pas où l'autre place. J'avais aussi une bourse pour aller jouer universitaire, mais pas dans le niveau 1, dans le niveau 2 à Ferris State au Michigan. Puis malheureusement, j'avais décidé j'ai choqué un peu, comme on dit, là. J'avais aucune connaissance d'anglais, puis j'y avais pas été finalement. Alors, ensuite de ça, ben c'est ça. Après, j'ai eu un pas pire classement québécois, mais je n'avais jamais été plus haut que ça. Puis, le hockey m'appelait aussi en même temps parce que j'aimais beaucoup le recrutement. En fait, j'aurais pu devenir, si ça existerait, j'aurais beaucoup aimé être recruteur au tennis plus qu'au hockey parce que c'est ma discipline dans laquelle j'ai le plus excellé. Puis, donc, j'ai arrêté pendant un bon 20-25 ans avec la famille, tout ça. Puis, j'ai pris goût et passion depuis le début de la cinquantaine. J'organise beaucoup de ligues, j'organise des événements, et des tournois, des trucs comme ça aussi. Sur la Rive-Sud, maintenant, je suis dans le coin de Saint-Lazare, alors je me suis joint à la gang d'organisateurs qu'il y a là, puis on a beaucoup de plaisir avec des ligues compétitives. Et là, bon, on va revenir sur le circuit vétéran parce que tu y as joué un peu, mais tu as joué les jeux FADOC. Oui. D'ailleurs, la FADOC avec laquelle je travaille aussi, c'est un client avec lequel je travaille. Alors, D'accord. ça a l'air d'un méchant bel événement par ailleurs, là, les jeux FADOC, ben franchement. Et tu les as gagnés. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi de gagner les jeux FADOC? Oui. Bien, c'est sûr que c'est pas la grosse compétition, dans le sens qu'en même temps, Hugues doit être au courant. À Toronto, il y avait les Masters canadiens seniors qui commencent je pense, à 35 ou à 30 ans
Alors, dans notre classe, à nous, c'est sûr que les meilleurs joueurs canadiens étaient à ce tournoi-là, n'étaient pas au tournoi où nous étions. Les jeux de la FADOC, c'est des jeux un peu, on s'entend olympiques, mais pour personne est né dans le sens que c'est pas les mêmes disciplines, mais c'est pas juste le tennis. En même temps, il y avait athlétisme, il y avait hockey sur glace, badminton, mais il y a aussi. Ils ont du paddle aussi, là, Ouais, aux Jeux ouais. Olympiques. Ils ont des activités plus physiques et des activités plus jeux de table pour ceux qui sont plus dans les 75, 80, 85 ans, mais on a quand même vu des gens au tennis autour de 80 ans. D'ailleurs, Hugues peut en témoigner dans le circuit vétéran québécois, il y a quand même des classes jusqu'à 80, 85 ans, puis ils regroupent assez de participants pour faire un petit tournoi intéressant. Alors, donc, c'est ça. Donc, il y avait des gens de différentes provinces du Canada. La FADOC, c'est 50 ans. Par contre, pour les Jeux canadiens, c'est 55 probablement parce que l'âge d'or au niveau, l'âge d'or qu'on appelait dans notre temps, là, les aînés, c'est 55 au niveau canadien. C'est l'Alberta qui avait commencé à faire ces jeux-là, je ne sais plus en trop quelle année, puis juste pour en faire des jeux provinciaux, puis ils ont eu de l'intérêt de d'autres provinces autour. Puis depuis un certain nombre d'années, c'est devenu des Jeux canadiens aux 2 ans. Alors là, par le fait qu'on a gagné le tournoi, on pourrait aller à Des Moines, en Iowa, l'année prochaine, au championnat nord-américain, vu qu'on va avoir l'opportunité, là, si on veut y aller, vu on pourrait être les représentants du Canada là-bas au tournoi nord-américain. Ben, félicitations pour cette victoire-là, puis félicitations aussi pour rester actif, Stéphane. Tu sais, tu voyages beaucoup, tu travailles beaucoup. Tu sais, bon, les pisteurs, tu es souvent sur la route, là, puis je sais, on se croise dans des arénas un peu partout au Québec et tu te promènes un peu partout en Amérique du Nord également, là. Mais bravo pour rester actif. Et Hugues, à quel point c'est important, cette communauté-là de tennis, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, là, avec tout respect, un peu plus âgé, pour Tennis Montréal, puis pour d'autres organisations similaires? Ben, je vais déjà mentionner que le circuit du Québec des vétérans est tenu et mis en place depuis plusieurs années par Lucien Desmarais, qui est celui qui nous a donné cette chance-là aux 35 ans et plus, et maintenant 30 ans et plus, de pouvoir continuer à jouer. Moi j'ai commencé à jouer sur le tard aussi au tennis. Je n'ai pas joué quand j'étais jeune, je jouais au hockey quand j'étais jeune, j'ai fait de l'athlétisme par la suite, mais j'ai commencé à jouer sérieusement au tennis vers 14-15 ans, puis j'ai monté au fil des années. Et c'est grâce au circuit vétéran que je peux compétitionner. Sinon, je n'aurais pas eu cette chance-là à 40 ans ou 50 ans. Donc Lucien Desmarais et sa femme Lise l'ont fait un super travail pour ça. Il doit y avoir 8-9 tournois par année là, extérieurs et intérieurs qui sont faits par Lucien. On a vu qu'il y avait une demande à Tennis Montréal, donc on a lancé un circuit Master vétéran aussi de notre côté. On en fait 3 par année. Je t'en ai parlé au début de l'émission. Là, on a le premier championnat de terre battue à Outremont qui va avoir lieu le week-end prochain, qui est le tournoi sanctionné provincial, national au niveau du classement avec des bourses et tout ça. Donc, c'est bien que ces circuits-là existent et se développent encore. C'est vraiment, moi, c'est ça qui me tient en forme. Je mange à peu près correctement, puis je me tiens en forme pour les tournois de tennis que je vais faire durant l'année. Donc, ça a un volet très, très important au niveau santé. Puis j'ai eu le plaisir de jouer avec Stéphane, justement, à Valois, je pense qu'il y a 2 ans. Stéphane avait gagné ce match-là. C'était à Valois, hein, Stéphane, ça prend faire, c'est bien. Oui, c'est ça, exact. Que j'ai gagné l'an passé, mais c'était pas le plus Ah oui? Je l'ai gagné l'an passé, mais tu m'avais battu. C'était-tu le tournoi pendant l'Omnium Banque Nationale? Exactement. C'est une bonne histoire, Stéphane, parce que je me souviens, l'année passée, Hugues, il dit « OK, là, il faut que je m'en aille, je dois aller jouer à ton tournoi de tennis. » Je dis « Parfait, on s'occupe du reste, va jouer ton tournoi. » Il revient, il dit « J'ai gagné. » On était content de l'avoir laissé aller gagner son tournoi. Mais ouais, vous avez joué un contre l'autre. C'est niaiseux comme question, là, c'est vraiment quelqu'un de non-initié, mais est-ce que la communauté de joueurs vétérans, c'est une petite communauté au sens où à peu près tout le monde se connaît, ou est-ce que c'est une grande communauté, Hugues? Ben écoute, oui, effectivement, c'est une communauté c'est les mêmes joueurs qu'on voit pratiquement à chaque tournoi. Il y a des joueurs dominants, je dirais, dans chaque groupe d'âge. Tu en as 3-4 qui sont pratiquement intouchables, qui ont été au niveau NCAA, qu'on voit au niveau technique, ont une coche peut-être au-dessus de tout le monde, qui n'ont peut-être jamais arrêté de jouer. Généralement, 3 ou 4 qui sont très, très difficiles à prendre. Après, entre les positions 5 et 15, il y a un peloton. Je me situe là-dedans, là, autour de la 10e position, qui peut compétitionner ensemble. Mais c'est vraiment intéressant. Puis je dirais qu'il y a quand même...
tout le monde joue pour gagner. C'est des matchs sérieux, mais il y a quand même une camaraderie qui s'est installée parce qu'on se connaît très bien. Donc, généralement, c'est quelque chose qui est un petit peu tendu sur un appel de balle, ben, ça se règle autour d'une bière après ou on se réconcilie au prochain tournoi après. Mais effectivement, là, c'est une communauté quand même assez restreinte, bien que ce soit ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'inscrire. Là. Stéphane, as-tu le temps de jouer un peu pendant l'hiver? Ah, ben vas-y, tu Oui. voulais peut-être ajouter quelque chose. Non, mais ce que je voulais dire, c'est quand même impressionnant parce qu'il y a c'est sûr que les gens qui sont vétérans dans les 30-35, il y a comme pas l'habitude encore de se considérer comme vétéran. C'est pas les tableaux les plus gros. Les tableaux les plus gros sont dans les 55, 60 puis 65 ans. Puis on trouve des fois dans des tournois, pratiquement, il faut que tu commences ton tournoi en 16e de finale ou même c'est déjà arrivé en 32e de finale. Il y a plus de gens inscrits dans ces tournois-là que souvent dans des tournois réguliers, fédérés de tout groupe d'âge. Puis effectivement, comme Hugues le dit, Lucien est rendu, je pense, à 75 ans, puis tient le fort. Et puis de main de maître, ça prend quelqu'un comme ça qui a un gros leadership. Puis malheureusement, du côté féminin, c'est pas encore organisé, mais je connais des filles qui veulent le prendre en charge, qui ont justement rencontré Lucien la semaine passée. Parce que le tennis féminin, il y en a plein de femmes qui jouent dans les interclubs et tout ça, mais on dirait qu'on est rendu au niveau estival, ça bloque là. Puis, mais en tout cas, super bien organisé le tennis vétéran au Québec. Là. Je suis sûr qu'il y a d'autres provinces qui sont jaloux de nous autres. Et tu disais, Hugues, que Tennis Montréal présentait le volet tennistique des Jeux de la FADA? Oui, on est partenaire avec la FADOC depuis plusieurs années. Donc, leur ligue intérieure, automne-hiver est avec nous. On a fait le tournoi de tennis de la FADOC aussi, qui était qualificatif pour le championnat canadien, justement, au printemps passé. Donc, pour Tennis Montréal, c'est vraiment important que tous les segments d'âge soient touchés. Donc, soit des gens qui commencent à jouer, soit l'accessibilité via les murales de pratique qu'on fait, qu'on a dévoilées cette année là, dans plusieurs endroits, à Montréal-Nord, Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel, au Stade IGA, murales qui sont à l'effigie de Léla Fernandez, de Félix Auger-Aliassime. Et comme disait Stéphane, c'est un moyen que plusieurs gens ont utilisé pour commencer à jouer au tennis. Moi aussi, j'ai commencé à jouer dans une cour d'école parce que j'avais une raquette, une balle, je n'avais pas de partenaire. J'ai joué sur un mur et c'est comme ça que ça commence. Donc, c'est vraiment important. Et la FADOC, évidemment, pour notre segment d'âge un peu plus âgé, ben, on travaille avec eux de très près parce qu'on veut que tous les groupes d'âge puissent jouer au tennis. Pour répondre à ta question, Alexandre, de tantôt, si je jouais au tennis, même pendant la période automne-hiver, oui. On est des mordus, on se trouve des moyens. C'est sûr que sur la route, ça devient difficile parce qu'on n'a pas de partenaire nécessairement où est-ce que je me retrouve. Mais quand je suis ici, les lundis, mardis, je me trouve deux moments pour jouer. Puis j'organise une ligue. On est une 60aine au complexe sportif Longueuil, une ligue avec échelle, tout ça. Puis c'est moi qui est en charge de ça bénévolement. Alors, puis j'organise des petits tournois aussi pendant l'hiver. Alors, non, ça s'arrête pas. Puis j'organise aussi une ligue de volleyball le lundi soir. Mon Dieu. Ça commence à penser que les débutants sont moins occupés que je pensais. Mais le complexe tennis Longueuil, est-ce que c'est lui à côté du Nautilus là, sur. Oui, sur Curé-Poirier. Ouais. Curé-Poirier, oui. Qui a déjà été à 17 terrains de tennis. Il y a une patinoire qui s'est rajoutée au fil des ans. Ils ont enlevé 5 terrains. Puis il y a 2 terrains de tennis qui sont devenus des terrains de badminton, maintenant pickleball. Mais il y a encore leurs 10 terrains. Et c'est hyper occupé. C'est un beau complexe. Puis c'est ce qui est le fun au complexe sportif Longueuil, c'est que c'est seulement 60 $ d'abonnement pour l'année. Alors, comparativement à d'autres clubs, que c'est de plusieurs centaines de dollars. Donc, ça favorise la participation de la masse aussi, là, pas juste de l'élite. Et puis, c'est accessible. C'est sûr que tu payes un petit peu plus cher du terrain de l'art, mais il y a des heures favorables en soirée, tard le soir ou la fin de semaine, avant midi, tu peux jouer à des tarifs raisonnables aussi. Bon, ben écoute, c'est intéressant de savoir ça. Hugues, avant que je laisse aller Stéphane, je vais te raconter une petite anecdote parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, on a eu Tristan Luneau comme invité à la radio pour parler de tennis. On a parlé un peu de hockey avec lui, mais Tristan Luneau est un joueur qui a joué pour les Ducks d'Anaheim cette année, que j'imagine Stéphane connaît très bien. Mais son idole, c'est Raphaël Nadal. Et ça, je pense que c'est ça qui a convaincu les Ducks de le repêcher. C'est la seule raison. Ça doit être la seule raison. Stéphane a dit, je l'aime lui. Oui, bien, j'aime bien des gens qui ont des idoles comme ça. Là. Je n'aimerais pas d'autres noms que je n'aurais pas été content d'entendre, mais c'est un bon. Mais juste pour terminer, juste vous dire à quel point le tennis m'a emmené vers le hockey, là, c'est que quand j'enseignais le tennis, c'est là que j'ai connu Claude Ruel, qui était recruteur pour le Canadien de Montréal. Puis lui, c'était un grand amateur de tennis. D'ailleurs, j'ai joué une fois avec Bobby Smith, Peter Svoboda. C'était peut-être un match de double avec Python Ruel.
Puis c'est Claude qui m'a emmené vers le tennis. Alors, il y a un fil conducteur là. J'ai enseigné le tennis, j'ai connu Claude. Claude aimait le hockey. Mais j'avais été un fan de hockey. J'ai joué au hockey, mais vraiment, mes connaissances étaient plus tennistiques. Mais il avait remarqué que j'avais un bon jugement aussi quand je me suis promené avec lui, peut-être pendant un an, à le suivre dans ses déplacements. Puis, fait que finalement, c'est l'œil de recruteur qui aurait pu être utilisé dans différents sports. Mais pour moi, ça a été le hockey ensuite avec Claude Ruel. Fait qu'il y a un lien à faire entre le tennis et le hockey pour moi. Intéressant, intéressant. Ben écoute, merci Stéphane d'être venu jaser avec nous. Moi, je me mets disponible pour assister au rematch entre Hugues Léger et Stéphane Pilote. Qui sait, ce sera peut-être la revanche ou peut-être que ça deviendra un Mohamed Ali Fraser du tennis vétéran. Non, est-ce que le match- non, moi non? j'ai une proposition, moi, c'est moi puis Hugues, puis toi, tu trouves un partenaire, puis on va te montrer c'est quoi avoir de l'expérience au tennis. Ouais, d'après moi, écoute, ça vaut même pas la peine, je déclare forfait d'avance. On joue une fois par année toute la gang ensemble lors de la classique sur la ligne. On pense peut-être, en tout cas, Hugues et moi, on en a parlé à bâton non plus, comme ça, peut-être organiser un tournoi présenté par Sur la ligne, on verra qu'est-ce qu'on va faire. En tout cas, l'idée est dans les airs, mais non, je ne suis même pas proche d'être dans le calibre. Bon, ma spécialité, c'est le service à la cuillère, une fois sur deux. Il le fait très bien. Ah oui, non, je suis très bon. Je pourrais coacher Nick Kyrgios, je pense. Surtout qu'il n'y a pas de coach. C'est bon. D'après moi, on s'entendrait bien, moi et Nick. On pourrait l'amener sur le podcast aussi. Ce serait un bon ajout. Stéphane, Tu fais comme lui, tu finis ta carrière en journaliste, lui qui a commencé comme joueur de tennis. Comme un ah, exact. Moi, je ferais l'inverse. Je commençais comme journaliste, je finirais comme joueur. Ça doit être pas mal plus rare comme scénario. C'est Stéphane, bon. merci infiniment. Oui. Tu es super gentil d'être venu jaser de ta passion. On en parle, moi, souvent, Hugues et moi, de donner un peu plus de place au tennis amateur. Puis ça tombait bien aujourd'hui. On avait le temps de le faire. Merci. Bonne saison d'hockey qui commence présentement. Bonne saison avec les Ducks. Bonne chance à tes Ducks. Puis au plaisir de te retrouver dans un aréna ou sur le bord d'un terrain de tennis. Qui sait? Merci, Hugues. Merci, Alexandre. Merci, Stéphane. Plaisir. Bye-bye. Bye. Voilà, Hugues. Ben écoute, si jamais tu as un match revanche, tu me diras, j'irai vous encourager. Hugues, c'est ce qui complète l'épisode de la journée. On va se reparler la semaine prochaine. On saura qui aura gagné le US Open. Et en l'absence de Nicolas et de Charlotte, ben, je vais te donner ce qui est traditionnellement le mot de la fin. Alors, bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Bonne fin de dernier grand chelem de la saison.